L'invité du jour vous est présenté par Algérie Télécom. Algérie Télécom, toujours plus proche. Green Energy Algeria. Monsieur Yaïssi, bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Aller vers un mix énergétique. L'Algérie fait le pas. Le programme, rappelons-le, est d'atteindre 15 000 mégawatts d'énergie renouvelable à horizon 2035, essentiellement du solaire. Premier appel d'offres, il a été lancé il y a maintenant plus de 2 ans, en février 2023, pour la réalisation de 3200 mégawatts. Aujourd'hui, où en est tout d'abord ce chantier? Comment on évalue son avancement? Merci beaucoup pour l'invitation. Je pense d'abord il faut juste peut-être préciser qu'il s'est fait en plusieurs tranches, c'est-à-dire qu'il y a eu une tranche de 2000, une tranche de 1000 et puis une troisième tranche de 200. Donc ça s'est effectivement échelonné en 2023, 2024, mars 2024, la signature des contrats, qui devait aussi permettre la réalisation des projets avec des durées allant de 10 jusqu'à 24 mois. Donc aujourd'hui, les entreprises sont sur les chantiers. Donc il y a eu un travail très important qui a été fait au niveau donc des études pendant plusieurs mois entre les co-contractants et aussi les entreprises du groupe Sonelgaz. Et aujourd'hui, je dirais que d'une certaine manière, ça avance. Je dirais qu'il y a aussi quelques difficultés liées au fait que le projet est important, puisque 3200 MW, c'est quand même considérable. Et ce qui fait que toutes les parties prenantes, je dirais que n'étaient pas préparées au moment initial, et qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui essaient de rattraper ces dysfonctionnements et d'apporter des corrections. Alors, quels sont, où se situe le problème? 3200 mégawatts qui ont été lancés après quand même plusieurs années d'attente. 10 ans. Rappel, 10 ans. Le premier appel d'offres a eu lieu en 2013. Il a fallu attendre 10 ans pour voir un deuxième appel d'offres, 3200, alors qu'on avançait un programme de plus de 20 000 mégawatts. Qu'est-ce qui a fait que les entreprises ne soient pas prêtes? Écoutez, les entreprises n'étaient pas prêtes parce que il y a eu ces arrêts-là pendant très longtemps, et puis il n'y avait pas de visibilité. Je dirais que presque jusqu'à la fin de décembre 2022 qu'on a eu donc l'information que le président de la République avait donc demandé de relancer le programme des énergies renouvelables. Donc ensuite, ça s'est fait très rapidement, c'était en décembre, et puis il y a eu l'appel d'offres qui avait été lancé en février. Et puis donc ça s'est échelonné jusqu'au mois de juillet, où il y a eu l'ouverture des plis financiers, techniques plutôt, et après financiers. Et c'est ce qui fait que jusqu'au moment où vous n'avez pas de contrat signé, vous êtes toujours dans une situation, est-ce que votre offre va être retenue ou pas? Donc vous ne pouvez pas investir en avance, et c'est ce qui fait qu'à partir du moment où vous avez signé le contrat, c'est à ce moment-là aussi que vous mettez en place les équipes et aussi tout le processus, par exemple, d'approvisionnement. Alors justement, les entreprises, vous disiez, étaient déjà en difficulté face à ce programme. On rappelle qu'il y a tout de même eu des entreprises algériennes qui ont soumissionné, qui ont décroché des parts de marché dans le programme des 3200 mégawatts, qui représentent à peu près 30% donc, des entreprises oui. qui ont eu ce marché. Monsieur Yaïssi, aujourd'hui, ces entreprises algériennes trouvent encore d'autres difficultés, une concurrence rude, notamment des opérateurs étrangers, qui fait que certaines ont été carrément contraintes de baisser rideau. Mais ça, c'est beaucoup plus sur le plan industriel, c'est-à-dire que ça, c'est plus Tout à fait, oui. les industriels... Les entreprises de production de panneaux. Qui avaient investi dans le domaine de la production des panneaux solaires, qui l'avaient fait pour rappel, c'est-à-dire qu'à l'appel des pouvoirs publics, à l'époque, on se souvient que le programme des énergies renouvelables était conditionné par des investissements industriels. Et donc, il y a eu des investisseurs qui se sont lancés dans ce domaine-là. Par la suite, ils se sont retrouvés avec des capacités de production de panneaux solaires où il n'y avait pas de marché. Et c'est ce qui fait que, comme quand même ces entreprises ont eu des crédits bancaires, donc elles se sont retrouvées coincées pour le remboursement. Et par la suite, quand il y a eu les appels d'offres qui ont eu lieu
à partir en 2023, il y avait des exigences au niveau des cahiers des charges qui demandaient une puissance beaucoup plus grande que celle que, par exemple, qui était disponible localement. C'est-à-dire que les entreprises étaient capables de fournir jusqu'à 410 watts, par exemple, par panneau, alors que dans le cahier des charges, relativement, on devait être autour de 560, voire plus de 600 watts pour pouvoir être compétitif. Nous, on a suggéré à plusieurs reprises des solutions. Donc d'abord, il y a le fait qu'un décret exécutif datant de 2020 du ministère de l'Industrie avait mentionné la possibilité de soutenir l'industrie du panneau solaire photovoltaïque. Mais depuis le mois de novembre 2020, ce décret n'a jamais été mis en œuvre. Et à chaque fois, on rappelle au ministère de l'Industrie que c'est un des axes que l'on pourrait utiliser pour pouvoir, par exemple, assurer à nos industriels la possibilité de le faire. Pour rappel, ce décret permet de payer uniquement 5% pour les intrants d'un panneau solaire photovoltaïque. Alors qu'aujourd'hui, quand vous importez un panneau solaire, et surtout si vous importez des intrants, il est beaucoup plus facile d'importer un panneau solaire complet, fini, que d'importer des composants et de faire l'assemblage ici. C'est-à-dire que l'avantage qui aurait pu être procuré grâce à le fait de faire l'assemblage, donc de créer des postes d'emploi, ne fonctionne pas. Et une des solutions qu'on avait préconisées aussi, c'est de créer de nouveaux segments de marché, pour, par exemple, l'agriculture, pour l'industrie, pour le tertiaire, parce que ces applications de quelques dizaines, voire centaines de kilowatts, même quelques mégawatts, n'ont pas besoin d'avoir des panneaux solaires de 600 watts, par exemple. On peut, avec 410 watts, fournir une installation, par exemple, pour un agriculteur. Donc aujourd'hui, c'est finalement un problème de compétitivité que rencontrent les entreprises. Vous dites que justement importer des intrants pour faire du montage en Algérie, donc créer des entreprises et peut-être par la suite donc avancer dans l'intégration et tout ce qui s'ensuit dans les taux d'intégration. Mais aujourd'hui, il y a une concurrence quand même d'entreprises étrangères qui parfois bénéficient d'accords bilatéraux et autres avantages et qui quelque part écrase ces entreprises qui déjà peinent à survivre. Oui, par exemple, il y a aussi tout ce qui concerne les accords de libre-échange, par exemple avec la Tunisie, avec la Jordanie, avec l'Union européenne. Par exemple, vous importez, vous payez 0% de droits de douane. Si vous importez de Chine, vous payez 30%. Mais comme la Chine a une capacité 2 fois supérieure au marché mondial, donc les prix ont baissé de manière très importante. Et ce qui veut dire que là, il y a d'autres leviers à mettre en œuvre que celui uniquement consistant au niveau, par exemple, des droits de douane. C'est le fait que, par exemple, de mettre dans des appels d'offres, de considérer que l'utilisation d'un produit local peut, par exemple, lui permettre de bénéficier de cet avantage-là, par exemple. Très bien. Est-ce que ça ne risque pas de rendre encore l'énergie renouvelable plus chère, d'aller vers ce type de solution? Écoutez, bon, la question de rendre les énergies renouvelables plus chères ne devrait pas être regardée uniquement du point de vue du coût, puisque il est important de pouvoir assurer que le programme des énergies renouvelables soit développé, parce que l'enjeu, il est important. Il consiste principalement donc à réduire la consommation de gaz naturel quand on utilise par exemple la production d'énergie, et aussi de décarboner notre économie. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, face aux exigences de l'Union européenne, par exemple sur un certain nombre de produits limités aujourd'hui à 6 000 qui va augmenter au fur et à mesure, oui, on est obligé de pouvoir produire, de pouvoir aussi exporter des produits à faible contenance de carbone. Alors, vous avez cité le décret de 2020 qui prévoit un soutien aux entreprises nationales de photovoltaïque. Industrielles. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il prévoit, ce décret, et pourquoi il n'est toujours pas mis en vigueur ou n'est toujours pas appliqué? Il prévoit dans le fait que, moyennant un minimum d'intégration dès la première année de 20%, vous pouvez bénéficier de payer des intrants avec un taux minimum de 5% sur les droits de douane. Donc c'est un petit pour pouvoir donc donner de la compétitivité aux produits locaux. Ce qui s'est passé, c'est que depuis sa promulgation en 2020, il devait y avoir la mise en place
d'une disposition qui permettrait par exemple de soumettre des dossiers, et cela n'a jamais pu se mettre en place parce que je dirais que d'une certaine manière, ce décret exécutif a été réalisé de manière unilatérale par l'administration et n'a pas été fait en concertation avec les acteurs du domaine. Donc finalement, pour aller vers un véritable soutien, il faut d'abord revoir le cadre réglementaire? Oui, c'est-à-dire qu'il faut d'abord mettre en œuvre ce qui existe. Aujourd'hui, il y a beaucoup de décrets et tout ça qui sont favorables aux énergies renouvelables mais qui ne sont pas appliqués. Donc il faut d'abord commencer par ces décrets-là et ensuite voir peut-être les ajuster, les améliorer avant de pouvoir créer d'autres. Quels sont les avantages que prévoit la loi et qui ne sont pas encore mis en place? Par exemple, vous prenez le cas d'un décret qui a été mis en place en 2017, qui par exemple, lui, autorise le ministère chargé des énergies renouvelables ou bien la commission de régulation de l'électricité et du gaz de lancer des appels d'offres au format de vente de l'électricité, ce qu'on appelle le modèle IPP. Donc il a été tenté en 2018 à travers la CREG et puis avec le Solar 1000 qui avait été lancé par Shems pour le 1000 MW, qui devait se faire selon donc un format différent de celui qui est aujourd'hui en place avec le modèle EPC. Et ça permet à ce moment-là qu'on s'adresse à des investisseurs et non pas à des contractants. Et dans ces conditions-là, c'est l'investisseur aussi qui ramène le financement de ce projet. Et donc ça, c'est un décret qui existe de 2017. En 2021, il a été modifié en changeant celui qui lançait l'appel d'offres, qui était à l'époque le ministère chargé de l'énergie, par le ministère chargé de la transition énergétique et des énergies renouvelables. Et aujourd'hui, on n'a toujours pas rechangé le ministère chargé de mener à bien ce qu'on appelle l'appel d'offres à des investisseurs. Donc, il faudrait plus de stabilité, de visibilité, monsieur Yaissi? Tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, même dans les discussions que j'ai avec les partenaires internationaux, c'est vraiment comment donner de la visibilité à toutes les parties prenantes sur les prochaines années. Justement, une question centrale, cette question de visibilité, peut-être une absence ou une feuille de route pas assez claire que nous aurons à aborder dans la deuxième partie de l'émission. Nous reviendrons également sur le financement de la transition énergétique et sur l'hydrogène vert. Restez avec nous, on revient dans quelques instants. Monsieur Yaissi, donc on parle aujourd'hui de cette question du programme solaire ou du programme des énergies, du développement des énergies renouvelables en Algérie. On le disait, le programme est ambitieux, 15 000 MW à horizon 2035, 3 200 MW qui sont donc en cours de réalisation. Mais on parle aujourd'hui de cette absence de visibilité. On sait que le programme est en cours, mais que va-t-il y avoir après ce programme? On l'a dit, entre le premier et le deuxième appel d'offres, il a fallu attendre 10 ans. Aujourd'hui, est-ce qu'on sait ce qu'il y aura après la réalisation de ces 3200 MW ou est-ce qu'on attend un autre appel d'offres encore? C'est la question qu'aujourd'hui tout le monde se pose. Pour nous, il est crucial que dès à présent, les pouvoirs publics et principalement le ministère de l'Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables, de préparer cet après 3200 MW sur le plan de la continuité dans le déploiement pour assurer la visibilité à toutes les parties prenantes. Quand je parle de toutes les parties prenantes, je vois d'abord le côté industriel, puisque nous, on appelle les investisseurs aussi bien locaux qu'internationaux à venir investir dans la chaîne de valeur, par exemple dans le solaire, mais aussi à permettre que de nouvelles entreprises locales puissent participer aux prochains appels d'offres. Aujourd'hui, nous en avons uniquement 4. Et nous, on souhaiterait qu'il y ait d'autres, surtout celles qui se trouvent dans le secteur oil and gas, puisqu'il y a des filiales de Sonatrach qui font de l'EPC, qui pourraient aussi participer, mais aussi il y a des entreprises privées qui pourraient aussi participer, soit seules, soit en JV avec d'autres entreprises internationales. Et puis le deuxième élément, le deuxième paramètre clé, c'est surtout le financement. Donc le premier, c'était 3 milliards de dollars, donc avec un effort de l'État. Donc ça, il faut quand même reconnaître que cet effort est considérable qui a été mis en place par l'État. Donc il y a lieu que le prochain puisse aussi mettre en place peut-être des financements mixtes, un peu d'État, mais aussi une participation plus active de financement privé.
Justement, il y a donc cette question du financement qui reste une question centrale pour le programme de développement des énergies renouvelables. La loi de finances donc 2025 permet justement le recours aux financements internationaux. Est-ce que ça permet de faire un pas supplémentaire? Oui, en tout cas, bon, ce que nous avons constaté que depuis donc la promulgation de cette loi, donc il y a beaucoup d'intérêt de la part des acteurs internationaux. Donc nous avons rencontré et même régulièrement des acteurs qui sont venus donc du Japon, d'Allemagne, de Chine et d'autres pays qui sont intéressés par cette partie-là. Ce sont en général des développeurs qui sont aussi en mesure de ramener des financements. Donc ce ne sont pas des EPCistes comme aujourd'hui, et leur métier c'est comment assurer le montage financier d'un projet et le réaliser. Donc ça les intéresse de le faire. Pour nous, je pense que c'est intéressant de tester aussi ce modèle parce que on a aussi la capacité aujourd'hui de proposer une offre locale en EPC. Donc nous avons des entreprises locales. Donc pour nous, puisque le gros du projet, même IPP, c'est surtout de l'EPC. Donc si on a cette maîtrise au niveau de l'EPC en termes de coûts, de délai et donc de qualité, on est aussi en mesure de proposer à ces IPP des projets très, je dirais, très compétitifs. Le deuxième élément, je pense, sur le plan du financement, c'est aussi d'autoriser des contrats privés entre des acteurs qui vont, par exemple, produire de l'électricité, disons, sur les hauts plateaux, et des acteurs qui seraient prêts à acheter de l'électricité verte, qui seraient de gros industriels, par exemple, tous ceux qui aujourd'hui vont être impactés par le CBAM mis en place par l'Union européenne. Alors, vous parlez de deux programmes. Juste pour expliquer, Monsieur Aïssi, vous dites IPP et EPC. C'est les deux types donc, de programmes qui existent, les deux modèles. Aujourd'hui, il n'y a que l'EPC qui existe. Quelle est la différence? En quoi consiste chacun d'entre eux pour qu'on puisse comprendre voilà, justement l'EPC, c'est quoi? C'est un co-contractant, dès que c'est quelqu'un qui réalise, un peu comme on a l'habitude de l'appeler, un projet clé en main. C'est-à-dire qu'il le réalise de bout en bout et ensuite il le vend d'une certaine manière à quelqu'un qui va l'exploiter. Aujourd'hui, c'est Sonelgaz Énergie Renouvelable qui fait cette démarche. Nous, ce qu'on voudrait qu'il y ait aussi d'autres IPP, c'est-à-dire ouvrir un peu le marché de la production des énergies renouvelables, aussi bien de l'énergie en général, pour que la loi de l'électricité et du gaz ait un effet réel, puisque elle était très ambitieuse, cette loi-là, mais on a réduit un peu de sa portée durant toutes ces dernières années. Et on devrait un petit peu la regarder différemment au vu un peu de ce qui se passe aujourd'hui à l'échelle internationale. Sachant qu'en allant vers l'autre type de programme, donc les IPP, le programme coûterait moins cher? C'est-à-dire que ça, c'est dans une première phase, ce serait beaucoup plus... il faut créer les conditions pour que le marché puisse pouvoir répondre favorablement à cette demande. Parce que quand vous avez des financiers ou des investisseurs aussi bien locaux qu'internationaux, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'un investisseur international et un investisseur local ne pensent pas de la même manière. C'est pas vrai, ils pensent exactement de la même manière. Et pour eux, il y a la nécessité d'assurer la crédibilité du programme, donc cette visibilité qu'on demande pour que les gens puissent investir sur plusieurs années et assurer un petit peu qu'il n'y ait pas de changement réglementaire et qu'il n'y ait pas de changement de tutelle, parce qu'on a eu quand même une souffrance depuis de très nombreuses années. Les énergies renouvelables ont été donc un petit peu ont été baladés entre plusieurs ministères, et on a besoin de cette stabilité pour permettre que les investisseurs aient un seul interlocuteur, que les investisseurs aient de la visibilité. À ce moment-là, même les crédits, tout ça, tout ce qu'on a un petit peu, le coût de l'argent va baisser et permettre de produire de l'électricité à un coût très compétitif. Vous évoquez un marché, Monsieur Yaïssi. Aujourd'hui, c'est un marché qui est quasi inexistant. Nous n'avons pas encore de marché d'énergie solaire. Par où commencer pour le créer, ce marché? On sait qu'il y a déjà ce programme qui est en réalisation, qui permet donc de mettre une pierre à l'édifice. Mais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire en plus de cet appel d'offres? Vous avez cité la visibilité.
Il y a d'abord le fait qu'il faut ouvrir de nouveaux segments. Par exemple, je prends le cas de l'agriculture dans le sud, où donc le président a donné la priorité à cette partie-là. Donc il y a beaucoup d'exploitations agricoles qui sont loin du réseau. Et aujourd'hui, la solution qui est proposée par Sonelgaz, c'est uniquement de tirer le câble sur 10, 15, 20, voire 30 kilomètres, avec une consommation de gaz naturel et quelquefois du gasoil. Nous, ce qu'on préconise, c'est que au-delà de 10 km, il faut mettre des installations solaires qui peuvent être seules, avec des batteries ou bien avec des groupes électrogènes. Et ça permettrait à ce moment-là de faire des économies de gaz naturel, des économies aussi de gasoil, et de créer de nouveaux modèles. Parce que même cette partie-là, on peut créer ce qu'on appelle des producteurs indépendants qui vont produire et vendre de l'électricité, par exemple, à ces agriculteurs. Et ça veut dire qu'on ouvre le marché, on a plusieurs segments, plusieurs parties, des installations de quelques kilowatts, autres de quelques dizaines de kilowatts, autres de quelques mégawatts. Et ça va permettre aussi à nos entreprises, et surtout parce que ces types de projets ne nécessitent pas des financements importants. C'est-à-dire que ce n'est pas toutes les entreprises qui sont capables de faire face à un projet de 50 mégawatts ou 100 mégawatts. Mais il y a des entreprises qui sont capables de faire face à un projet de 500 kilowatts ou bien par exemple 1 mégawatt. Donc des petits projets qui pourraient commencer par booster un peu la filière. Oui, et ça permettrait à ce moment-là à l'ensemble des entreprises qui existent aujourd'hui de pouvoir travailler, à nos industriels, par exemple, des panneaux solaires, de pouvoir donc alimenter ce genre de projet. Et puis, on crée de nouveaux modèles économiques dans lesquels l'idée derrière, c'est de ne pas solliciter le budget de l'État. C'est vraiment de créer un modèle économique dans lequel c'est l'investisseur qui ramène l'argent, c'est la banque qui finance, c'est l'industriel qui participe. Voilà un petit peu. C'est quelque part revoir toute la vision, finalement, monsieur Yaissi. Je pense une grande partie. Oui, je pense qu'il faudrait l'élargir. C'est-à-dire qu'il y a un début. Moi, j'ai dit barakallah pour ce qu'ils ont déjà commencé. Maintenant, il faut continuer, élargir et approfondir cette partie-là de telle manière que nous, vraiment, notre crainte, c'est d'avoir cette coupure. Après les 3200 mégawatts, on va assister à une coupure nette comme ça du programme des énergies renouvelables. Sachant que, on le disait, 15 000 mégawatts qui doivent être réalisés à horizon 2035, aujourd'hui on est à moins d'un tiers, entre ce qui devrait être réceptionné donc l'année prochaine, selon donc ce qui est prévu par les cahiers des charges. Le programme avance lentement. C'est une urgence, monsieur Yaissi, de mettre en place cette feuille de route pour y arriver. Je pense qu'il y a, c'est-à-dire que quand vous êtes dans un parcours et que les choses ne sont pas encore tout à fait visibles, il faut qu'il y ait des réajustements au fur et à mesure. Et c'est comme ça qu'on apprend. C'est-à-dire que pour nous, le 3200 MW, c'est une vraie école. Mais on ne doit pas refaire les mêmes erreurs dans les prochains appels d'offres. Il faut qu'on ouvre ce marché-là, qu'on laisse aussi beaucoup plus d'acteurs intervenir, et non pas uniquement comme EPC, mais par exemple aussi comme investisseurs. Alors, il y a un autre segment qui s'ajoute donc à toute cette stratégie ou à tout ce programme de développement des énergies renouvelables, c'est l'hydrogène vert. Il y a le grand programme South H2 Corridor qui est lancé avec plusieurs pays, notamment l'Allemagne, l'Italie, la Tunisie, pour ne citer que ces pays. Ce programme, alors là également, entre pessimistes, optimistes, il y en a qui vous disent que l'Algérie doit faire le pas rapidement pour ne pas accuser le même retard qu'on avait accusé avec le solaire. D'autres vous disent qu'il n'y a pas encore de marché, que nous n'avons pas encore de visibilité. Quelle est votre vision, monsieur Yaissi? Moi, je dirais d'une certaine manière, il faut d'abord qu'on ait une position très claire dans ce domaine-là et qu'on soit aussi visible à l'international. Aujourd'hui, on n'est pas du tout visible. C'est pas ce que font beaucoup de pays qui mènent une campagne très importante dans ce domaine-là. Ce que je peux aussi dire que d'une certaine manière, le choix du South H2 Corridor a probablement des choses positives qu'il va amener, parce que il est basé sur le fait de l'utilisation déjà des pipelines qui existent. Et donc la semaine passée, on était en Allemagne dans le cadre d'une délégation et on avait rencontré des sociétés qui sont dans la distribution du gaz naturel. Et donc, elles sont déjà en train de travailler avec les acheteurs potentiels pour leur offrir de l'hydrogène.
pas encore de l'hydrogène vert. Il y a quand même une nuance. Et aujourd'hui, ce qu'on nous a dit en Allemagne, c'est qu'il n'y a pas d'offre d'hydrogène pour les industriels. Donc ça veut dire que là, il y a des mécanismes qui se mettent en place pour soutenir les entreprises allemandes pour acheter cet hydrogène vert pour leur permettre d'être compétitifs. Nous, ce qu'on a dit un peu à nos interlocuteurs allemands, c'est de se dire que pourquoi l'Union européenne et l'Allemagne ne font pas aussi de tels mécanismes, mais en Algérie, c'est-à-dire que de venir nous aider à faire le programme des énergies renouvelables, de pouvoir aussi les aider d'investir dans la partie de la production, puisque le gros de l'hydrogène vert, il va être ici, c'est l'électricité verte, c'est la transformation de l'eau. Donc, c'est un peu au même stade que nous sommes aujourd'hui en vendant du gaz naturel vers l'Italie ou bien vers l'Espagne. Donc, de venir un peu investir avec nous sur ce type de projet, et aussi pour eux, ils pourront à ce moment-là récupérer de l'hydrogène vert qui pourrait par exemple être acheté en Allemagne. À condition, bien sûr, qu'ils nous aident aussi sur ces différentiels, parce que quand même, le gris, il coûte à peu près $1, et l'autre, ça dépend un peu les études, mais ça fait 5 voire $10 le kilogramme, ce qui veut dire que sans un soutien, il n'y aurait pas possibilité de le mettre rapidement en marche. Donc aujourd'hui, il faudrait agir rapidement, justement, Monsieur Aïssi, sachant que le monde, disons, des énergies renouvelables, justement, bouge très vite. Il bouge très vite, mais aussi parce que il y a aussi maintenant beaucoup de pays qui sont en train de mettre des barrières. C'est-à-dire que l'Union européenne a mis le CBAM. Le Royaume-Uni est en train de le faire. L'Australie, la même chose. Tous les pays, y compris bientôt la Chine et tout ça, c'est-à-dire que ce qu'ils ne veulent plus, c'est acheter des produits avec une contenance en carbone. Ça veut dire que là, je le dis souvent, mais les gens un peu ne croient pas, mais peut-être on va arriver à un moment où notre date ne pourra pas se vendre, ou elle se vendra tellement cher que personne ne l'achètera, parce que l'eau qu'elle utilise, et il est alimenté à partir d'une pompe qui fonctionne à l'électricité, basée par exemple avec le groupe diesel ou avec le gaz naturel. Donc pour donner un peu quelque chose qui peut vraiment ouvrir les yeux sur ce type de choses. Et en plus, chaque fois que vous êtes dans une logique de production et d'exportation, les autres vont vous mettre un peu des obstacles. Je dirais un peu, c'est de bonne guerre, mais à nous un peu de tirer profit de nos capacités, de notre potentiel dans ce domaine-là. Merci Monsieur Aïssi. On arrive à la fin de notre émission. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation et toutes nos questions. Je rappelle que Monsieur Boukhel Faïssi est directeur général du cluster Green Energy Algeria. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Très bonne journée et à demain.